Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis qui êtes venus si nombreux aujourd'hui à cette cérémonie, Madame la récipiendaire, chère Elsa Bounot, c'est une joie et un honneur pour moi de vous accueillir, chère Elsa, entourée de vos proches, de vos amis, de tous ceux et celles avec qui vous avez partagé un parcours professionnel et personnel fait de conviction et d'engagement, entouré de toutes celles et ceux qui veulent aujourd'hui vous manifester leur reconnaissance, leur affection et, je n'en doute pas, leur admiration. Une remise d'insigne constitue toujours un moment particulier, solennel, mais dans lequel affleure aussi beaucoup d'émotions, notamment à l'heure de rappeler ce parcours. Mais quelques mots d'abord me semblent nécessaires pour signaler l'importance des insignes qui vont vous être remis aujourd'hui. L'Ordre national du mérite a été créé le 3 décembre 1963 sur décision du général de Gaulle. Il vise à récompenser les mérites distingués et acquis dans une fonction publique, une fonction civile ou militaire, dans l'exercice d'une activité privée reconnue. Pour souligner encore l'importance de cet ordre, je rappelle que le président de la République est le grand maître de l'Ordre national du mérite. Sans qu'il soit en aucune façon question de salut ici, acquis, comme certains chrétiens le croient, grâce à des mérites ou au mérite des saints, cette distinction toute républicaine rappelle sur un tout autre plan et dans un esprit de reconnaissance assumé combien chacune et chacun peut et doit prendre sa part dans la construction de la société avec ses qualités, ses compétences professionnelles, son rayonnement personnel et par conséquent ses mérites qui sont aujourd'hui pleinement reconnus. C'est précisément cela qu'il s'agit aujourd'hui d'honorer, les qualités d'une personne, ses compétences et son rayonnement. Sans doute aussi sera-t-il nécessaire de dire ce qui se trouve au cœur de tout cela et qui fonde votre personnalité. Je veux parler de l'enracinement dans une conviction et l'incessante curiosité qui ouvre l'esprit et qui met en question tout en se traduisant et en se prolongeant, bien évidemment, par des choix et des engagements. Cette conviction et cette curiosité critique, le mot critique devrait revenir à plusieurs reprises, mais je ne le garde que là, et je mets un C majuscule. Cette curiosité critique, vous les vivez au quotidien, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Et c'est ce qui vous caractérise. Ce que je dis ici, beaucoup le savent déjà, et l'ont expérimenté en vous côtoyant, en vous connaissant. La profondeur de votre personnalité apparaît dès lors que vous savez exprimer avec force et constance ce qui vous motive. Or, le parcours professionnel qui est le vôtre illustre parfaitement cette cohérence entre conviction et engagement. Toutefois, avant d'évoquer ce parcours, nul ne saurait oublier l'importance d'une origine, d'un avant, d'une histoire dans laquelle votre vie s'inscrit pleinement et que vous aimez à rappeler avec la belle humilité des réformés classiques. Et c'est celle d'une famille, une famille et de belles personnalités dont vous poursuivez la lignée à votre tour, dont vous portez aussi le message par le rayonnement de votre propre personnalité au sein de milieux, à vrai dire, très divers. Vous êtes, alors je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais en tout cas c'est un fait, vous êtes fille et petite-fille de pasteur avec un S. L'un de vos grands-pères, Paul Bounot, dont rien ne laissait prévoir qu'il le deviendrait, répond à une vocation pastorale qui le mènera dans bien des engagements. Peut-être, faut-il le dire, il aura été à Lédignan, au lieu de l'Église réformée, s'il en fut. Cet homme et tout ce qu'il a fait vous marque et vous impressionne, à juste titre. Vous m'en avez parlé à plusieurs reprises. De même qu'André Appel, pasteur lui aussi, notamment dans l'aumônerie aux armées, est toujours prêt au service de l'Évangile. Mais il faut aussi et surtout citer avec votre frère Lucas Bounot, qui n'est pas là aujourd'hui et qui est désolé d'être absent, très désolé. Vos parents, bien évidemment, et en particulier votre père enseignant, Daniel Bounot, que je salue,
et Martine, accompagnée d'Anthony et Maxime, que nous saluons très fraternellement et dont la présence est ici précieuse et forte auprès de vous, ce jour tout à fait singulier, où nous vous exprimons notre reconnaissance. De même que le souvenir de votre mère, Anne-Lise, que beaucoup ont connue, pasteur de l'Église réformée elle aussi, et dont le décès en 1999 vous aura fait douter de tout, mais dont le deuil, une fois traversé, vous aura permis d'être forte, convaincue dans toutes les épreuves. Comme si le doute, finalement, était l'autre face de la foi, un doute toujours questionnant, certes, mais non pas triomphant. D'une certaine façon, le flambeau ou le relais auront été transmis par votre mère et par les femmes de votre famille, que je ne cite pas, mais qui sont nombreuses et très présentes dans votre mémoire. Il est vrai que les femmes ont joué et jouent un rôle important dans cette histoire, comme elles le jouent dans l'Église et dans la société aujourd'hui. Et leur intuition féministe sera tout à fait assumée par vous de façon toute féminine, bien que ferme, nous en sommes témoins. Équipés de ces exemples et marqués par la vie, vous savez mener votre existence selon ce que vous avez reçu et compris dans l'ordre du courage et de l'engagement. Votre parcours en témoigne. Et je le présenterai maintenant en 3 étapes, en essayant de ne rien minorer et en relevant combien tout cela se conjugue et finalement fait sens, d'où notre rencontre aujourd'hui et cette cérémonie. Le scoutisme, l'engagement citoyen, la profession. Si vous avez présidé le scoutisme français dès 2015 jusqu'en 2018, alors le scoutisme français, faut-il le rappeler, c'est l'organisation nationale qui fédère 5 mouvements de scouts de différentes obédiences. Eh bien, c'est parce que vous présidiez déjà l'un de ces mouvements, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, la branche protestante. Et si vous avez présidé le scoutisme protestant, c'est que déjà vous en aviez été, première étape, membre très jeune, comme Louvette, à Pessac. Il me faut dire ici que vous êtes né à Bordeaux, hier, le 1er octobre 1983. Puis éclaireuse à Nîmes, puis responsable branche cadette, puis responsable aîné à Paris, puis responsable régional, membre du bureau, puis enfin donc présidente en 2012 jusqu'en 2016. Vous avez cette phrase que je retiens, « Je suis convaincu de la pertinence absolue du scoutisme, qui reste plus que jamais d'actualité. Il met l'accent sur la promotion d'une citoyenneté curieuse, sur l'idée de la rencontre avec l'autre. » Lors d'un rassemblement national auquel est venu en visite officielle le président de la République, François Hollande, que vous avez reçu, vous avez pu lui faire comprendre, loin des clichés et des caricatures, tous les enjeux de cette pédagogie ancienne, et pourtant si actuelle, et lui décrire le grand nombre de projets qu'elle met en œuvre avec des associations, des collectivités locales et toute une série de partenaires dans tout le pays. Par ailleurs, vous aurez à cœur de nouer, d'entretenir des liens avec ces responsables du scoutisme, les laïcs ou les membres des autres confessions catholiques, musulmans ou juifs. Et à cet égard, je vous rencontre régulièrement au mémorial de la Shoah où vous lisez, en tenue d'éclaireuse avec le foulard, les noms des déportés lors de la cérémonie émouvante qui y est organisée chaque année. Et vous valorisez la réalité de ce mouvement populaire d'éducation qu'est le scoutisme dans les médias, en parlant, en écrivant, et pour l'information du grand public, par vos interviews, vos articles. Je pourrais dire que le foulard que vous portiez dans ces rencontres ou ces rassemblements n'avait donc rien à voir avec un voile, mais il signait une identité libre. Cet apprentissage d'une citoyenneté épanouie, responsable et libre de ses choix, alors ça c'est une expression typique du scoutisme, je la redis parce qu'elle vaut la peine quand même d'être retenue, une citoyenneté épanouie, responsable et libre de ses choix. Deuxième étape, donc, vous la viviez déjà jeune dans votre quotidien, comme représentante des lycéens au lycée Alphonse Daudet à Nîmes, ou plus tard comme élue syndicale au Conseil UFR, au Conseil des études de la vie universitaire à Paris, Panthéon-Sorbonne, où vous étudiez l'urbanisme. Et aujourd'hui, vous gardez vos convictions liées à ces combats pour la justice, la représentation, la démocratie, la dignité, la liberté, et faudrait-il déjà ajouter le féminisme et l'accueil de l'étranger ?
tout cela ensemble, dès votre jeunesse. Membre de la CIMAD dans le collège des fondateurs de 2013 à 2016, vous serez celle qui sait faire le lien entre l'intuition scout et la préoccupation de l'étranger précisément, qu'il faut savoir accueillir. Elle sera aussi celle qui m'aura appris à écrire mon premier tweet pendant une pause. Oui, parce que quand même, on était participant à l'Assemblée générale de la CIMAD, donc c'était pendant la pause qu'elle m'a appris donc à écrire mon premier tweet lors de l'Assemblée générale de 2013. Un exploit parce que, grâce à cela, je suis devenu effectivement passionné de ce messager. Vous savez donc vous distraire d'un sujet avec humour, vous me l'avez montré ce jour-là, et puis avec disponibilité, mais vous restez toutefois ferme et constante sur la conviction que l'accueil des migrants en France est un impératif, et vous ne pouvez rester indifférente devant les drames liés à cet exode qui est l'occasion de naufrages terribles en mer Méditerranée, et vous suivez ces sujets d'actualité avec tant de passion qu'on ne peut qu'admirer, malgré un contexte politique vraiment peu propice, votre engagement. Engagé donc dans cette citoyenneté, vous êtes une personnalité associée au Conseil économique, social et environnemental de 2017 à 2021, dans la section aménagement durable des territoires, et de 2019 à 2021, vous êtes nommée par décret présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, conseil placé auprès du Premier ministre, comme espace de concertation et de débat et de production au service des politiques de jeunesse dans le pays. Alors, en cohérence avec tous ces engagements, votre vie professionnelle trouve naturellement son expression à la fois dans un contexte lié à la gestion de l'habitat, aux enjeux financiers, immobiliers, environnementaux, tout d'abord comme chargé d'opération de 2007 à 2013 à la CEMIDEP, Société d'économie mixte de la ville de Paris, en Île-de-France, responsable de la production des logements sociaux. Et puis, depuis 9 ans, en milieu protestant, vous êtes en effet, depuis 2013, la première directrice de la Fondation du protestantisme, œuvre sociale reconnue d'utilité publique issue en 2000 de la volonté des églises et des institutions protestantes de se doter d'un outil qui leur permette de mieux gérer le patrimoine ainsi que les organisations et les œuvres auxquelles elles apportent leur soutien sous une forme moderne et dans le respect, évidemment, des valeurs du protestantisme. Au 47 rue de Clichy, dont les bureaux de la Fondation, notamment sous votre houlette, ont été entièrement rénovés, nous en venons, et il fait quand même très chaud au 4e étage, mais bon, c'est ainsi. Vous dirigez donc la 4e fondation abritante de France avec une 62 fondations individualisées abritées dans cette œuvre, ce qui en dit long sur le réseau et la densité des responsabilités qui sont les vôtres sur tout le territoire et bientôt à l'étranger. Outre ces nombreuses responsabilités de direction qui vous mettent en relation avec une équipe de collaborateurs que je salue devant vous, un conseil de fondation dont je salue plus particulièrement le président, Antoine Durlement, ici présent, ainsi que les représentants du ministère et une multitude d'interlocuteurs de tous ordres sur tout le pays. Et vous n'en restez pas là. Au-delà de ce travail d'accompagnement, de mise en œuvre des projets, de travaux de rénovation, de construction nouvelle, de bâtiments de toutes sortes, dont certains exigent un suivi juridique, administratif et sur la longue durée, vous développez une dimension internationale à travers le réseau Solidarité protestante. Vous engagez avec toutes les équipes concernées une réflexion sur la philanthropie et le sens de la générosité, informée par les études statistiques françaises et européennes sur ce sujet. Une réflexion qui trouvera notamment un point d'excellence à l'occasion des 20 ans de la Fondation qui ont été commémorés en novembre dernier au Sénat et où le thème retenu était le suivant, croire et donner, et qui aura permis de mesurer combien la conviction n'est pas une coquetterie intellectuelle, mais bien le motif d'un geste et l'argument d'une générosité. Cette compétence professionnelle, donc ancienne déjà, nourrit à toute votre histoire et aux formations que vous avez reçues à l'université, de même que sur le terrain, font de vous une figure connue dans le monde associatif, et pas seulement dans le protestantisme, dans le monde associatif, dans le monde de l'administration, dans le monde des fondations.
Et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants et vous saluons pour tout cela. À travers vous, à travers vos propos et vos actes, votre parcours, c'est ainsi un certain visage qui se donne à voir et qui participe au vivre ensemble de la société, à la fraternité qu'elle recherche et aux gestes significatifs et exemplaires dans l'ordre de l'éducation des enfants, de la responsabilité des personnes devenues adultes, de la justice et de l'égalité qu'il faut sans cesse rechercher. Ce visage d'une femme qui assume pleinement sa fonction et son rôle dans un monde en mutation, un monde qui a besoin de vous sur tous ces plans que je viens d'évoquer, et dont chacun ici mesure à quel point il est important que nous y participions toutes et tous. Ce visage est le vôtre, souriant, mais exigeant tout à la fois. Aujourd'hui, vous êtes si sérieuse et si bienveillante, nous le savons tous. Vous êtes sérieuse et bienveillante à l'égard de tous, sauf à l'égard des taureaux dans l'arène, car vous aimez la corrida et en défendez la barbarie, curieusement, sans sourciller. Vous qui êtes si bienveillante dans l'attention à l'autre, attentionnée dans le style de vos propos, dans le style de vos mails, dans le style même de vos SMS, même quand vous pourriez être quelque peu agacé par tel interlocuteur ou telle situation, vous qui respectez tant vos partenaires et vos collaborateurs, vous qui aimez à dire que c'est le collectif qui importe et non pas soi-même, eh bien, vous qui savez voir l'autre, comme vous savez aussi voir et apprécier d'ailleurs le beau, le juste d'une œuvre d'art, d'un tableau, puisque vous avez étudié l'histoire de l'art. Aujourd'hui, Elsa, aujourd'hui, acceptez simplement que les regards se portent enfin sur vous, personnellement. Un instant, en cet instant même, des regards, les vôtres, reconnaissants et heureux de vous avoir parmi nous, telle une femme distinguée parmi d'autres et méritant pleinement cette distinction. C'est la République qui pense ainsi à travers ce geste et à travers cette médaille. Et dans le rêve de vivre avec Aubry Van Gaver, votre compagnon de route, qui se demande pourquoi je ne l'ai pas encore cité depuis tant d'années, et que je salue enfin très chaleureusement, dans le rêve de beaux événements dans l'illustre commune de Saint-Hilaire de la Vitte, autre haut lieu des Cévennes pour ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir en mémoire cette sainte géographie, et où vous aimez tant vous ressourcer, sinon y résider longtemps, tant ce lieu est austère et froid, à la différence de cette maison du protestantisme, au tapis désormais rouge et moelleux, et qui vous plaise tant, m'a-t-on dit, contrairement à ce que nous pourrions penser de vous. Recevez maintenant les plus vives félicitations de la part de toutes celles et ceux de vos amis et de vos invités qui vous honorent en ce jour, et de la part de la République. Je vous remercie. Au nom du président de la République et des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier dans l'ordre national du mérite. Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, cher François, Monsieur le Président de la Fondation du protestantisme, cher Antoine, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes, bénévoles et salariés d'associations, vous êtes très nombreux et nombreuses aujourd'hui. Ma famille, bien sûr, mes amis, merci d'être tous là aujourd'hui. En préambule, je me suis jurée dans le temps qui m'est imparti de ni m'excuser de recevoir cette distinction, ni de minimiser cette reconnaissance, mais de la recevoir à sa juste valeur, sans trop rougir. Il n'est pas facile, lorsqu'on est une femme, comme le disait François, issue du collectif, d'accepter une reconnaissance personnelle et individuelle. Alors je m'imagine qu'on me remet aujourd'hui un brevet, une piste, comme j'ai eu l'habitude d'en recevoir et d'en donner dans le scoutisme. Ceci pour une compétence démontrée. La compétence distinguée par cette remise de médaille de ce jour, qui m'inscrit dans l'Ordre national du mérite,
relève selon moi non pas du mérite de ce que j'aurais su et pu faire, mais plutôt de ma capacité à avoir endossé et tenu une confiance qui m'a été accordée. Permettez-moi d'abord de faire un petit aparté politique, faire la gauchiste de service que je suis, mais vous conviendrez avec moi qu'il est plus facile pour une jeune femme qui a grandi comme moi dans une famille, on lui a appris les joies de la lecture, qui a été aimée, qui a eu les moyens de partir en vacances, de découvrir la France, de faire les études qu'elle voulait, bref, une fille de CSP moyenne supérieure, faire le parcours qu'il m'a été permis de faire. Je referme cette parenthèse d'une analyse sociologique un peu rapide, mais qui donne le ton de cette réussite que nous fêtons ce soir. Pour le discours que je dois prononcer donc au moment de recevoir cette médaille, j'ai donc choisi de vous parler de la confiance, de remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accordé cette confiance tout au long de mon parcours. Cela m'est apparu comme l'élément utile, nécessaire, peut-être même indispensable pour le parcours que François vient à l'instant de décrire. Il n'échappera pas aux plus aguerris d'entre vous, qui maîtrisent l'étymologie, ce qui n'est pas mon cas. Donc j'ai cherché dans le Petit Robert que confiance vient de l'ancien français fiance, qui veut dire la foi. Une manière donc toute laïque, protestante en quelque sorte, de traduire la foi qui m'a été donnée pour agir dans le monde. Vous qui avez eu foi en ma capacité d'agir, vous m'avez permis d'être distinguée par la République aujourd'hui. Je souhaite donc vous témoigner de ma sincère gratitude et partager avec vous tous et toutes cette décoration. D'abord, la famille, évidemment. La confiance première est celle qui est donnée par l'accueil dans une famille aimante. Et une confiance que moi, j'associe à la liberté. Oui, la famille est d'abord une condition première qui détermine la possibilité pour une petite fille comme moi de recevoir 38 ans plus tard une telle distinction. C'est le lieu où, par l'amour et la confiance, j'ai pu expérimenter et construire les bases solides et nécessaires pour tout ce qui va suivre et jalonner ma vie. Le regard bienveillant et aimant posé sur moi par un père, une mère, des grands-parents, dans une famille où le sens de l'engagement est quasiment sacré. On raconte les premières manifestations pour la CIMAD et les sans-papiers à Bordeaux dans la poussette, les engagements de couple pour mes parents au foyer fraternel à Bordeaux, où l'une fait son proposana, puis son premier poste de pasteur, et l'autre accompagne les camps vélo l'été quand son école a fermé. Et moi qui cours sous les platanes, repeins le mur de façade de l'entrée, cette magnifique fresque a depuis disparu, mais le bâtiment est devenu propriété de la Fondation du protestantisme. Et j'accompagne aujourd'hui les nouveaux projets de cette honorable institution. Une boucle bouclée. Une mythologie, me direz-vous. En tous les cas, une famille élargie qui compte quasi exclusivement des pasteurs, des éducateurs, des instits, des infirmières. Bref, un terreau dans lequel on me permet de grandir avec une confiance immense, une liberté folle, qui me font prendre tellement le large que parfois, on aimerait bien que je revienne au nid. Une confiance, des modèles d'altruisme et d'ouverture au monde, et la liberté. La liberté confiante de prendre mon envol. Il ne m'en faut pas plus pour adorer mon premier week-end louveteau et partir au plus vite à 17 ans, à Paris, une fois mon bac en poche. Merci donc à la famille qui est là, qui n'est plus, qui est arrivée, à la famille de cœur pour cette confiance et cette assurance donnée qui permet d'avoir la liberté d'explorer les possibles. Des remerciements au scoutisme. Le scoutisme, c'est l'aventure de ma vie. Une aventure personnelle et collective. Et dans le scoutisme, c'est la confiance qui permet l'engagement que je tiens à distinguer. Une aventure collective, car l'éducation populaire est le lieu où, ensemble, on apprend à construire, à dépasser, à rêver et à mettre en action. Et personnelle, car j'ai pu y prendre petit à petit, à chaque âge, des responsabilités. Réaliser un gâteau au chocolat pour la meute, piste balou, cuisine et cuisinière, organiser un week-end d'équipe aux éclés, tenter et échouer de monter un projet aux aînés, et bientôt cheftaine louveteau, éclé, équipe régionale, conseil d'administration, puis vice-présidente et présidente des éclaireuses et éclaireurs unionistes et du scoutisme français. Je ne vais pas ce soir vous faire l'article sur le scoutisme, vous êtes trop nombreux à en connaître la joie. Mais peut-être juste quelques mots pour ceux qui n'ont pas eu l'immense chance de le vivre. Le scoutisme en particulier et l'éducation populaire de manière plus générale changent le monde. Les responsables, les bénévoles engagés participent à l'éducation des enfants, des jeunes, à devenir des citoyens heureux, engagés au service des autres.
Le scoutisme, vous le savez, a 110 ans, et plus encore qu'à sa création, les associations continuent à agir, à militer pour, je dois me répéter, en fait, je dois écrire toujours les mêmes discours, une fraternité curieuse, bienveillante, heureuse, attentive, une fraternité scout qui donne à voir au monde que la jeunesse est là et qu'elle répond aux enjeux contemporains, en particulier sur le sujet absolument urgent de la crise écologique et de la nécessaire décroissance. Ce que j'en retiens, et je crois que ça s'applique à nombre d'entre nous, depuis plus de 100 ans et pour de longues années encore, c'est le regard bienveillant qui est posé sur chacun et chacune d'entre nous, louvettes, louveteaux, éclaireuses, éclaireurs, aînés, responsables. Ce regard qui dit « tu es capable, tu vas y arriver ». Cette confiance permet une pleine émancipation, une prise de risque, un engagement. Garçons, filles, dégourdis, moins dégourdis, aventuriers ou peu téméraires, chacun peut prendre des engagements et se réjouir de les tenir. Et c'est la base de tous les autres engagements, associatifs, syndicalistes, politiques. Et donc c'est dans la pleine continuité de la piste Balou, de la première promesse de Louvette, un soir de camp d'été, et avec le même appétit et la même joie que je suis devenue présidente de cette si belle association, et que cette association m'a ensuite envoyé présider le scoutisme français. Merci donc à vous tous, amis, bénévoles, salariés du scoutisme protestant et des autres associations de scoutisme, aux prédécesseurs, à vous tous de m'avoir posé la main sur l'épaule, comme à la petite Louvette que je n'ai pas cessé d'être, et de m'avoir dit « tu es capable, tu vas y arriver ». Merci pour cette confiance qui m'a permis, comme à de nombreux autres enfants, jeunes adultes, de m'engager au service de ce projet si passionnant. Des remerciements à la Fondation et à mes autres boulots, j'ai marqué boulot. La vie professionnelle est également un lieu où la confiance doit s'exprimer et être reçue. J'ai la chance d'avoir pu exercer des responsabilités dans 2 univers différents, mais à chaque fois, la confiance qui m'a été témoignée m'a permis d'apprendre, de progresser et de développer de nouvelles compétences. Confiance et responsabilité professionnelle. Tout d'abord, chez un bailleur social, comme l'a dit François, où la directrice qui m'a embauchée m'a appris à être une femme qui travaille dans le bâtiment, coordonne des entreprises du bâtiment, à comprendre comment un immeuble tient debout alors que je n'en connaissais que la théorie, à rêver avec une équipe de fous un pari social, un grand pari social et solidaire. La fin de la CEMIDEP ne nous a pas forcément donné raison sur nos rêves et ambitions, mais je suis certaine de la qualité de notre travail pendant ces 7 années partagées. La pédagogie collective, les échanges de bonnes pratiques, la confiance témoignée tout au long de ce premier job m'ont appris mon premier métier, à devenir pleinement une adulte avec un vrai travail. La Fondation du protestantisme ensuite, cette structure créée par des bénévoles, pour des bénévoles, qui, au vu de son ampleur, a dû forcément se professionnaliser. Non pas dans les actions menées, qu'il était déjà, mais dans l'organisation quotidienne pour répondre aux nouveaux besoins et aux enjeux. Depuis près de 9 ans, j'ai la joie de mettre en œuvre les décisions de ces instances et de proposer à ma mesure des options, des orientations, au bureau et aux 3 présidents successifs que j'ai eu la chance d'épauler. Les bénévoles de la Fondation, et en particulier les membres du bureau qui se sont succédés, ont toujours accueilli mes idées avec bienveillance, curiosité, écoute attentive, parfois au risque de se faire un peu bousculer, déplacer. La Fondation du protestantisme est une de ces idées visionnaires qui, après 20 ans d'existence, a encore de nombreux défis devant elle, en particulier celui du soutien à la philanthropie familiale. La diminution régulière des subventions publiques oblige les institutions et les églises protestantes, comme tous les autres acteurs du monde associatif, à diversifier leurs ressources. Je sais la générosité et l'implication des protestants dans leurs institutions. Je suis persuadée, et les derniers mois le confirment, que des particuliers, des familles souhaitent, au-delà d'un engagement en temps, s'engager dans une démarche d'accompagnement financier régulier, pérenne et important de nos associations et églises. La philanthropie a de beaux jours devant elle. Si vous voulez, j'ai des guides, si jamais vous voulez repartir avec. Je voudrais aussi remercier le Fonds du 11 janvier, à mi-chemin entre un engagement bénévole et un engagement salarié. Cette manifestation de l'émotion, de la générosité d'une dizaine de fondations, d'entreprises reconnues d'utilité publique, familiales. Après les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher en janvier 2015 et de la marche citoyenne qui a suivi. Près de 4 millions d'euros distribués par le Fonds, en se questionnant collectivement à chaque projet soutenu sur l'impact social, la pertinence de l'action, sur des sujets aussi divers que l'éducation aux faits religieux, la prévention de la radicalisation, la cohésion sociale. Une aventure passionnante, tant entre les membres qu'avec les bénéficiaires. Je regrette comme beaucoup la fin de ce fonds,
et de manière générale, la difficulté à aborder de manière dépassionnée le vivre ensemble. Ma courte vie professionnelle que j'ai voulu orienter vers l'intérêt général. Alors, il faut qu'Antoine se bouche les oreilles, mais j'ai coutume de dire que je suis fondamentalement fainéante, donc il me faut un intérêt supérieur pour que j'aille au travail. Donc, ma courte vie professionnelle a été composée de collègues, de bénévoles qui m'ont laissé en confiance prendre des responsabilités et m'ont accompagnée sur ce chemin. Merci donc à tous ceux avec qui j'ai eu et j'ai la chance de travailler, de m'avoir appris tous les jours sur moi, sur le projet. Merci à ceux qui m'ont donné la chance d'expérimenter ces responsabilités successives, en particulier à juste 30 ans comme directrice de cette fondation. Cette confiance renouvelée m'a permis d'être moins fainéante et d'avoir le sentiment d'agir un peu pour le monde, même dans mon boulot, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Le dernier engagement que j'ai eu le plaisir d'assumer, c'est celui de la présidence du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. J'associe cette nouvelle aventure à la confiance qui permet la découverte et la prise d'engagement renouvelée. Je prends quelques minutes pour vous dire à quel point j'ai aimé assumer cette fonction et pour vous parler de cette jeune institution qui pourtant mérite toute votre attention. Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse a été créé en 2016 et c'est une instance, effectivement, comme le disait François, qui est placée auprès du Premier ministre et qui a comme rôle la coordination et le dialogue entre les acteurs des politiques de jeunesse, d'insertion et d'éducation populaire et qui peut avoir une expertise et une évaluation des politiques publiques. Cette commission administrative, dont j'espère l'inscription prochaine dans une loi, peut être à la fois saisie ou s'autosaisir pour adresser toute proposition relative sur des politiques publiques de jeunesse. Tout cela en vue d'améliorer la situation des jeunes dans notre pays. J'ai eu la chance d'en être la deuxième présidente pendant presque 3 ans et cette aventure a été incroyablement instructive. Elle m'a permis de découvrir plus précisément le dialogue avec les cabinets ministériels, de m'armer sur le plaidoyer auprès du législateur, le dialogue avec des membres tous plus différents les uns des autres, des représentants de collectivités, des syndicats, des associations d'éduc-pop, d'insertion, et de piloter un collectif extrêmement hétéroclite avec chacun des attentes et un calendrier particulier, mais un objectif partagé, celui de l'amélioration des conditions de vie des jeunes. J'ai pu accompagner le COJ pour continuer à en faire une institution pertinente et crédible, un organe indispensable au service des politiques de jeunesse, et je sais que de nombreux travaux restent encore à explorer et que son assise doit être confortée, je l'espère, dans les mois à venir. L'enjeu est particulièrement fort et urgent. Je partage avec vous ce chiffre plus qu'inquiétant. Selon l'INSEE, plus de la moitié des personnes en situation de pauvreté en France a moins de 30 ans. Vous comprenez donc les enjeux criants et urgents. Merci donc à la JEPVA d'avoir glissé mon nom. Merci au cabinet des secrétaires d'État à la jeunesse successifs d'avoir échangé, débattu, porté la contradiction, tenté d'avancer à nos côtés, malgré le fait que les politiques publiques de jeunesse ne soient pas forcément une priorité ministérielle, voire ILSEM. Merci au secrétaire général du COJ d'avoir été des guides sur ce nouveau chemin et aux présidentes et présidents de commission pour le débat d'idées. La confiance que vous m'avez témoignée m'a permis la découverte d'un monde jusqu'alors assez inconnu et de mettre encore une fois au service d'une cause d'intérêt général qui m'a autant révoltée que passionnée. Je conclus vite. Pour finir, et parce qu'on est dans cette honorable maison dans laquelle je souhaitais travailler depuis que je suis enfant, ça je l'ai pas dit. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'avais dit à ma mère, après avoir dit à mon père que je voulais être président de la République, que je voulais être sociologue à la rue de Clichy. Hein ? J'avais déjà compris qu'il y avait toute une spécificité sociale, historique, théologique évidemment, à être un protestant et que cela en faisait des êtres particuliers. J'étais loin d'imaginer à quel point c'est vrai et d'imaginer la diversité de ce monde. Donc pour terminer et revenir aux fondamentaux, je vais tout de même terminer par un petit passage de la Bible. Sinon, mon cateau de compagnon va dire qu'on oublie souvent l'essentiel, à savoir parler de notre foi. Voici donc le passage que j'ai choisi. Le Nouveau Testament. Il faut que les cathos que j'aime suivent. Bref, dans Matthieu 14, à partir du verset 31, l'épisode où Jésus marche sur le lac. Je pense à mes 3 amis scouts, catholiques et juifs, mais vivants, avec lesquels nous sommes allés voir ce lac. Nous n'avons pas réussi à marcher dessus. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés. « C'est un fantôme !» et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi,
ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Sans me lancer dans un petit moment spi, vous aurez compris que j'ai choisi ce texte parce que je me reconnais assez dans le personnage de Pierre. Régulièrement et face à des épreuves personnelles, l'homme que j'aime, catholique donc, on l'a dit, me rappelle que je n'ai pas assez confiance. Bref, que je n'aurai pas assez la foi. Pourtant, partout où je suis passée, et je vous ai cité tous ces exemples qui me valent d'être décorés ce soir, cette confiance a été témoignée. La confiance m'a été donnée pour grandir, la confiance m'a été témoignée pour m'émanciper, et la confiance m'a permis de m'engager. J'ai su saisir vos marques de confiance, vos mains tendues, vos encouragements, et tout ceci cumulé m'a permis de prendre toutes ces responsabilités qui m'ont tant apporté. Alors pour conclure, je fais le vœu, une prière en fait, que ces marques de confiance témoignées que j'ai su saisir me permettent encore de pouvoir avancer avec foi en l'avenir, que cette confiance qui m'a été donnée, que je puisse moi aussi continuer à la partager avec toutes celles et tous ceux que je vois prendre des engagements, et particulièrement les jeunes femmes. Oui, permettez-moi une dernière digression, vous n'imaginiez pas que j'allais ne pas en parler, pour particulièrement remercier les femmes qui ont essuyé les plâtres en prenant des responsabilités, qui m'ont servi de modèle, des modèles nécessaires. J'ai d'ailleurs moi aussi pris certains de ces engagements en disant qu'après moi, certaines femmes les prendraient aussi avec plus de facilité et moins de doute. Revenons-en donc à la Bible, aux fondamentaux, pour terminer. Je formule donc cette prière, essayez de ne pas être comme Pierre sur la barque, qui craint de se lancer sur le lac pour rejoindre Jésus. Je veux garder avec moi, vous toutes et tous, comme une manifestation de la grâce pour les défis et les épreuves à venir, et les traverser avec cette confiance renouvelée de la main de Jésus, de la main tendue de Jésus. Je vous souhaite, vous aussi, d'avancer avec confiance, car pour ce que cela vaut, j'ai confiance en toi, tu es capable. Merci à chacune et chacun d'entre vous.